correspond à son existence, ça correspond à une période qui est de 10-13 secondes, 10-12 secondes après le mur de Planck. Okay. Maintenant, il faut essayer d'aller voir ce qu'il y a avant le mur de Planck. Le mur de Planck, ce n'est pas un mur physique, c'est un mur théorique. Quand l'univers est passé par le mur de Planck, il ne s'est pas dit tiens, je passe par le mur de Planck. Il s'est rendu compte de rien. C'est nous qui voyons qu'il se passe des choses. Il se passe des choses non pas pour l'univers, mais pour nos théories. C'est-à-dire que nos théories entrent en contradiction les unes avec les autres. Et pourquoi? C'est parce que la gravitation est une force qui est décrite toute seule dans son coin par la relativité générale. Et les trois autres forces, les deux forces nucléaires et la force électromagnétique, sont décrites dans un tout autre cadre qui s'appelle la physique quantique. Et plus précisément dans ce qu'on appelle le modèle standard de la physique des particules, qui s'appuie sur la théorie des champs et même une version réduite qu'on appelle les théories de jauge. Et donc, la physique s'appuie sur deux socles qui ne sont pas conciliables. Tant que les densités, les températures ne sont pas trop élevées, tout va bien. Et à partir du mur de Planck, pour la raison que j'ai dite, rien ne va plus. L'espace-temps de la mécanique quantique, c'est l'espace-temps de la relativité restreinte. C'est un espace-temps sans courbure, statique, qui n'est pas modifié par les événements qu'il contient, alors que l'espace-temps de la relativité générale est un espace-temps souple, dynamique, dont la métrique dépend de ce qui s'y passe. Et donc le statut existentiel, si on peut dire, de l'espace-temps n'est pas le même en physique quantique et en relativité générale. Et donc si vous voulez aller au-delà du mur de Planck, qu'est-ce que vous allez prendre comme espace-temps? Vous n'allez pas en faire coexister deux différents. Et ça fait 40 ans que les gens cherchent. Alors, je ne connais pas, mais vous connaissez la théorie des cordes. On a pu démontrer dans les années 70 qu'il est impossible d'unifier la gravitation et la mécanique quantique dans un espace-temps à 4 dimensions. Lisse et continu. Et donc les gens ont pris des hypothèses assez audacieuses. Par exemple, ils ont imaginé qu'il y avait des dimensions supplémentaires d'espace-temps. Ce qui a donné la théorie des cordes, par exemple. Et plus récemment, des physiciens ont démontré que le théorème, la démonstration que je viens d'évoquer, n'était vrai que si l'espace-temps qu'on considère est lisse et continu. Pourquoi ne pas imaginer que l'espace-temps est discret? Que les volumes dans l'espace-temps ne seraient pas des multiples entiers d'un volume élémentaire non nul. De sorte qu'il ne pourrait pas exister de volume de taille quelconque. Ça, c'est une autre piste qu'on appelle la théorie de la gravité quantique à boucle. Peut-être que vous connaissez ça. Bref, les gens élaborent des conjectures très nombreuses grâce auxquelles ils espèrent pouvoir décrire l'univers physique lorsque les quatre interactions jouent ensemble. Ce qui aujourd'hui n'est pas possible avec les formalismes opératoires de la physique. Comme je l'ai dit en préambule, on n'a jamais pu tester ces théories. Donc pour l'instant, ce sont des vraies conjectures. Mais on peut tenter de voir ce qu'elles donnent lorsqu'on les applique dans l'amont du mur de Planck. On va prendre la théorie des cordes, par exemple. Je vais supposer que les dimensions supplémentaires d'espace-temps sont très petites, sont presque imperceptibles, d'ailleurs on ne les a jamais vues. Elles sont repliées sur des distances qui correspondent à la longueur de Planck, c'est-à-dire 10 puissance moins 35 mètres. Petit. La résolution spatiale des collisions de LHC, c'est 10 puissance moins 18 mètres. Vous voyez qu'on est à des échelles plus petites. J'admets que ces dimensions supplémentaires sont très petites. Il y en a 6. Et je peux les oublier dans l'expérience ordinaire de la même façon que j'oublie la troisième dimension de ma chemise quand je la repasse. Ma chemise est un objet à 3 dimensions.
mais quand je la repasse, j'oublie la traduire, parce qu'elle est très petite. Là, c'est la même chose. Quand on fait de la physique, il y a 10 dimensions d'espace-temps, mais il y en a 6 qui sont tellement petites qu'on peut les oublier. Et cette théorie des cordes, on peut tenter d'appliquer à l'univers primo-primordial, avant le de Planck, et quand on l'apprend telle quelle, les calculs sont impossibles, parce que les densités de particules, de cordes, sont tellement enchevêtrées que les calculs deviennent impossibles. Et donc il y a des physiciens, dont Veneziano et d'autres, professeurs au Collège de France, qui font des modèles dans lesquels ils simplifient les équations et tentent de ne garder que les termes vraiment importants. Et ce qu'ils voient, c'est que lorsqu'on applique la théorie des cordes remaniée ou simplifiée à l'univers primordial, la façon de comprendre le Big Bang change complètement. C'est-à-dire que des implications de la théorie des cordes, si elle est vraie, c'est de dire qu'il existe dans l'univers une température maximale, limite. C'est-à-dire qu'en tout point de son histoire, et en tout point, en tout instant de son histoire, et en tout point de son espace, la température dans l'univers n'a pas pu excéder une certaine valeur, qui est très grande, mais qui n'est pas infinie. Mais il suffit que je dise cela pour que vous compreniez que la singularité initiale à laquelle on associe le Big Bang prenne du plomb dans l'aile. Et que l'instant zéro passe un seul quart d'heure. Parce que j'ai dit que la singularité correspond à une température infinie. Alors la théorie des cordes dit il n'a pas pu exister dans l'histoire de l'univers de température infinie. Que devient le Big Bang dans la théorie des cordes? En tout cas dans les modèles dont je parle. Eh bien, il faut imaginer qu'un univers avant le fameux instant zéro, correspondant à un univers en contraction, dont la température s'élève, puisqu'il est en contraction. La température finit par atteindre la valeur maximale autorisée par la théorie des cordes. Et elle atteint cette valeur avant d'avoir atteint une taille nulle. Et donc, avant d'avoir atteint la taille nulle, l'univers rebondit sur lui-même et devient l'univers en expansion que nous connaissons. Dans ce modèle, le Big Bang n'est plus une singularité, ça n'est plus l'explosion originelle, c'est une transition de phase entre un univers d'avant et l'univers d'après.